Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 14e journée du top 14. C'était bien évidemment la première journée de la phase retour. Et elle a commencé samedi après-midi avec Toulon qui recevait le Racing. Bon, c'était un match hyper offensif, notamment grâce aux Toulonnais. Je trouve que ces joueurs varois, ils commencent à développer un jeu de plus en plus attractif avec un vrai lien entre avant et trois quarts. Franchement, ils se synchronisent tous super bien. Le but de cette équipe maintenant, c'est vraiment de garder le ballon le plus vivant possible et de jouer debout un maximum avant de pouvoir écarter. On l'avait beaucoup vu contre Pau et ça s'est répété contre le Racing. Et quasiment tous leurs essais, samedi après-midi, sont venus de cette idée-là. De plus, on a des bases qui sont présentes, vu qu'il y a une conquête solide avec notamment une touche. C'est le meilleur contre du top 14 et même sur leur propre lancer, globalement, ils assurent. Et la mêlée aussi est assez propre. Enfin, la défense est hermétique, ce qui fait qu'il y a eu très peu de franchissements nets de la part du Racing, parce que du côté du Racing, pour le coup, il faut s'inquiéter. C'est un nouveau match inquiétant, parce qu'en fait, il y a eu quasiment aucune attaque de placé. Et même les fois où ça avançait un peu, en vrai, Toulon revenait bien en défense et du coup permettait d'annihiler les actions du Racing. La conquête, pour le coup, elle est extrêmement faible. La touche, il y a eu énormément de ballons volés, comme je disais. Et la mêlée, pas exceptionnelle, on va dire. Et de plus, franchement, les 3 essais qui marquent, c'est sur des contres, quoi. Il y a, comme je disais, aucune attaque placée, et j'ai pas l'impression de voir un plan de jeu du côté du Racing. Et sur ce coup-là, je pense qu'ils peuvent dire merci à Le Garec parce que sans lui, ils auraient pas marqué beaucoup de points. On passe maintenant au multiplex et le premier match, à savoir le Stade Français qui recevait Bordeaux-Bègles. Donc globalement, la première mi-temps, elle est plutôt équilibrée. Il y a chaque équipe qui a ses temps forts et ses temps faibles, mais c'est vraiment en seconde période que tout va se jouer. On a eu clairement une démonstration de la part des Bordelais. Ça a été un véritable rouleau compresseur qui était inarrêtable pour les Parisiens. Clairement, l'UBB sur ce match a été les rois de la contre-attaque. Ils ont su bonifier tous les ballons échappés par les Parisiens. Ils avaient clairement une fin énorme, ils voulaient marquer le plus possible, et c'est pour ça qu'ils marquent notamment jusqu'à la dernière action du match avec ce fameux essai de Bill Barré où il fait un cadrage débordement en raffut magnifique sur Charles Laloy. Côté Stade Français, là pour le coup on a tenu une mi-temps et après c'était fini. En seconde mi-temps, il n'y avait rien, à part cette fulgurance de Léo Barré qui permet à Jérémy Ward de marquer un essai. Puis il y a beaucoup de choses qui vont mal du côté de Paris, notamment déjà l'indiscipline, ils ont commis des fautes bêtes, notamment 2 cartons jaunes pour en avant volontaire et aussi les fautes stupides de Baptiste Pesanti. La mêlée a été chahutée, ils n'ont pas perdu beaucoup, mais franchement elle a été vraiment chahutée par les Bordelais. Et puis dans le jeu, en fait, il y a eu un nombre de ballons égarés assez faramineux. Il n'y avait pas de transformation du jeu, en tout cas ils n'y arrivaient pas. Donc il faut vraiment se reprendre. Je sais que la prochaine journée, il y aura 20 stades français et ce match va valoir très cher. Le deuxième match du multiplex, c'était Castres section paloise. C'était clairement un match, vu les conditions, où le jeu au pied et la bataille de l'occupation étaient primordiaux. On a vu énormément de jeux au pied des deux côtés, comme je le disais, notamment Pierre Poplin qui a tenté beaucoup de 50-22 en première mi-temps. Et les Castrés, ils se sont un petit peu décoincés, ils ont essayé plus de développer du jeu après le premier essai de Babio, ça les a mis en confiance. Globalement, ça n'a pas été une grande réussite, certes, ils marquent un autre essai plus tard dans le match, mais il y a eu beaucoup de balbutiements, beaucoup d'approximations. Et là, on voit que c'est une équipe dans le doute, c'est clairement sur la fin de match. Ils avaient 12 points d'avance sur Pau, et au final, ils serrent les dents jusqu'à la fin, pour ne pas encaisser l'essai de la victoire pour les Palois. Alors que normalement, ils auraient dû assurer leur victoire beaucoup plus tôt. Surtout que le moment où la section a un déclic, c'est quand elle vient d'encaisser le deuxième essai de Castres, et qu'elle a pris un carton jaune par Rhys Watt. Donc normalement, quand t'es Castres, tu dois prendre l'ascendant psychologique, et ça n'a pas été le cas, ça a été tout l'inverse. De son côté, la section, elle retrouve quelques couleurs à l'extérieur, parce qu'ils ont pris énormément de roost depuis le début de la saison, mais là, c'est un point de bonus défensif à accrocher, et c'est non négligeable. Cependant, je pense qu'ils peuvent se mordre les doigts, parce que la victoire, pour le coup, elle était atteignable. C'est corrélé avec le fait que Castres panique, mais en vrai, franchement, Pau, s'ils avaient été plus réalistes et plus tueurs, ils auraient pu gagner. Les 5 dernières minutes, ils ont tout le temps le ballon. Enfin bref, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs là depuis 2 matchs. Donc il va falloir que ça continue pour les Palois s'ils veulent espérer plus que le maintien. 2 autres équipes qui jouent le maintien, c'est Lyon qui recevait Perpignan. Là aussi c'était un match avec des conditions assez difficiles, donc assez peu de jeux déployés. On a eu globalement une mi-temps pour Lyon et une mi-temps pour Perpignan. La première pour Lyon, la deuxième pour Perpignan. Les Lyonnais, donc ils ont dominé grâce à un paquet d'avants qui avançait sur chaque collision et ils marquent 2 essais grâce à ces mêmes avants. Plus un troisième de Mignot qui a été refusé. Perpignan, eux, ils ont plus dominé la deuxième puisqu'ils avaient beaucoup plus ce ballon et que Lyon faisait énormément de fautes. Mais par contre, je pense que Perpignan aurait dû gagner ce match s'ils avaient été plus précis. En effet, à un moment, ils se sont retrouvés 3 minutes à 15 contre 13 et il n'y a eu aucun point encaissé de la part des Lyonnais, ou plutôt aucun point marqué par les Perpignanais. Et c'est pas normal. J'ai en tête une action après touche où il y a un énorme décalage vu que Lyon était 2 de moins derrière et qu'ils avaient fait une touche complète. Et on n'arrive pas à se trouver, on fait un en avant et au final le ballon est rendu à Lyon alors que ça aurait pu faire clairement essai à la fin. De plus, ils avaient une mêlée dominante, ils ont énormément pénalisé les Lyonnais là-dessus.
Donc des bons ballons à négocier, et ils ont pas su s'en servir. Néanmoins, ils prennent le bonus défensif, ce qui est un moindre mal. Les Lyonnais, eux, ils se retrouvent dans le mental depuis plusieurs matchs. Depuis que Karim Ghezal est arrivé, alors oui, c'est pas flamboyant, mais mine de rien, il n'y a pas eu de défaite, 2 nuls et une victoire. La victoire, elle était pas évidente, même pour eux, parce que j'ai l'impression qu'en fait, qu'ils se sont fait peur tout seuls, notamment en faisant des fautes bêtes. Ils ont pris 3 cartons jaunes, dont le dernier de Méliande qui est vraiment stupide, alors qu'ils auraient pu assurer la victoire plus tôt. Et cette dernière action, avec ce dernier molle power pignon dans les 22 mètres lyonnais, il a l'image du match. Lyon se fait peur avec cette balle défensive dangereuse, mais finalement réussit à trouver l'énergie nécessaire pour gagner. Le dernier match de ce multi, c'était Montpellier qui recevait Bayonne. Bon là, globalement, il n'y a pas eu match. Montpellier a roulé sur Bayonne. Mais après, ils n'ont pas roulé pendant tout le match non plus. Il y a eu notamment un gros trou d'air après la mi-temps où Bayonne aurait pu revenir dans le match, mais ça n'a pas été le cas. Bon, Montpellier, globalement, depuis quelques semaines, il pratique un rugby qui est très sobre, mais terriblement efficace. Bon, comme d'hab, c'est une mêlée dominante, une touche plutôt en réussite, un bon jeu au pied et une grosse défense. C'est simple, mais quand c'est bien réalisé, il n'y a pas besoin de plus. J'ai notamment en tête une séquence défensive 5 minutes avant la mi-temps, où Bayonne tient le ballon pendant plus d'1 minute, mais n'avance pas. Ils ont même reculé, et au final, il y a un dernier en avant commis par Lucas Paulos. Et cette séquence, pour moi, elle démontre en fait la force de cette équipe montpelliéraine depuis quelques semaines, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne doute plus. Elle ne réinvente pas le rugby, elle fait ce qu'elle sait faire, à savoir les bases, et ça lui convient. Et ça lui permet même de gagner des matchs, puisqu'ils sont sur une série de 4 victoires, il me semble. Côté Bayern, on n'a pas su se défaire de la pression exercée par les Montpelliérains, même pendant le trou d'air dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une vingtaine de minutes où Bayonne était revenu dans le match, avançait plus, arrivait même à breaker un petit peu cette défense, mais finalement ne marquait pas de points, ou très peu. À part cet essai de Capilla et du coup les 3 points de Lopez, il n'y a rien eu d'autre. Pourtant, il y a certains joueurs qui ont essayé, mais c'était trop individuel. Je pense à Capilla ou à Makala qui ont fait plusieurs différences, mais comme je disais, il manquait de soutien. La transformation du jeu n'était pas bonne et il n'arrivait donc pas à construire des séquences longues qui étaient performantes. On passe au match de samedi soir. En voyant ce match, je me suis posé une question. Je me suis demandé si La Rochelle n'avait pas été trop arrogante. En effet, face à une équipe extrêmement remaniée des Toulousains, j'ai l'impression que La Rochelle a pris un peu de haut son adversaire. Parce que sur le papier et avant ce match, on se serait tous dit qu'ils pouvaient prendre le bonus offensif assez rapidement et surtout assez facilement. Mais ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont balbutié leur rugby du début jusqu'à la fin. Et surtout, j'ai remarqué qu'en première mi-temps, quand La Rochelle avait pris le score, il y avait beaucoup de jeux après contact, de passes presque impossibles qu'ils essayaient de tenter. Alors que d'habitude, c'est pas trop le jeu de La Rochelle, et en plus, ça n'a même pas marché, ils ont laissé échapper beaucoup de ballons à cause de ça. Et vouloir jouer debout, absolument faire continuer à vivre le ballon, je pense que c'est la preuve de cette arrogance à la Rochelaise. Je pense qu'ils se pensaient très forts et qu'ils voulaient du coup tenter un maximum de gestes. De plus, j'ai noté que la touche a été très moyenne, que ce soit avec l'Atout ou l'Espio, et qu'ils ont eu un jeu assez physique, mais avec une mauvaise énergie, j'ai senti, parce que je pense qu'ils étaient vexés de se faire malmener comme ça par des jeunes Toulousains. Ces mêmes joueurs toulousains, eux, je pense qu'ils peuvent être que contents de la prestation. Alors oui, il y a des défaites au final, mais franchement, c'était très abouti comme match. Bon, on voit qu'ils sont clairement en manque d'automatisme, et ce qui est tout à fait normal, c'était 22 ans de moyenne d'âge, mais franchement, si on avait compté que l'envie, ils auraient dû gagner. Ils ont une grosse défense, grosse bataille dans les rucks, et une envie débordante, donc le bonus défensif est largement mérité, et j'aurais même voulu qu'ils aillent chercher le match nul, mais malheureusement, Antoine Astoy existe. Enfin, le match du dimanche, c'était Vannes qui recevait Clermont. Bon, c'est encore un match où les Vannais peuvent se mordre les doigts, car ils avaient la victoire au bout de leurs mains. Ils ont clairement dominé les 20 premières minutes, mais c'est après, ils ont commencé à se relâcher, et ils ont jamais su remettre clairement leurs pattes sur le match. Bon, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ils ne prennent pas ces pénalités et ça m'énerve. Encore une fois, là il en suffisait d'une pour gagner le match. Une seule, je dis pas de toutes les prendre, juste une. Et là j'ai dénombré 5 ballons dans les 22 mètres qui ont été perdus en touche. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les pénalités, ils allaient en touche, et ils perdaient le ballon, et ils ont fait ça 5 fois. Et ça m'énerve profondément, parce que pour un promu, chaque point compte, vraiment. Et ça fait plusieurs fois. Il faudrait que je fasse une stat sur le nombre de points perdus à cause des pénalités. Parce que c'est clairement pas la première fois que j'en parle de la saison. Alors oui, au départ ça a été gagnant avec l'essai de Camus, mais derrière, non. Surtout qu'on avait une ASM qui, je pense, était battable, même si elle a fait un bon match. Parce que oui, les jaunards, je pense qu'ils peuvent être quand même contents de leur prestation. Ils viennent de rattraper les points perdus contre Montpellier. Ils ont été plus réguliers devant, j'ai trouvé, notamment la touche, où pour le coup, ils ont été meilleurs que Vannes. Ils ont su bien défendre aussi les ballons portés vannetais. Et puis je pense qu'ils auraient pu marquer plus d'essais. Parce que malheureusement, dans leur équipe, ils ont 2 assassins, nommés Ali Verity Raka et Irae Saint-Monet, qui ont vendangé des actions où c'était essai tout fait.
Rakes en première mi-temps, Simonet en seconde mi-temps, juste avant l'essai refusé à Pierre Fouissac. Ces deux actions-là, ça devait faire essai 1000 fois s'il croquait pas les ballons. Le seul gros point noir quand même du côté de l'ASM, mis à part du coup ces deux actions dont j'ai parlé, c'est clairement la discipline. Ils ont été extrêmement pénalisés, ce qui du coup m'énerve d'autant plus parce qu'il y avait la possibilité pour Vannes de marquer des points. Enfin bref, fini l'analyse des matchs, maintenant passons au top et au flop. En top, j'ai parlé du jeune ouvreur toulousain Delpi. Bon, il a été excellent au pied, il a claqué un drop magnifique, plein de sang-froid, et c'est clairement ce qu'on lui demandait. On lui demandait pas d'avoir une conduite du jeu optimale, juste d'être efficace, et c'est ce qu'il a fait. On continue avec Romain Buros. Bon, clairement, son retour à la compétition, il est hyper convaincant. Il a eu des cannes de feu, il a fait plusieurs très bonnes relances, dont certaines qui ont amené à des essais. Il a été rassurant sous les ballons hauts, notamment sur l'essai de Belbarré où il a le rebond favorable par-dessus Carbonel. C'est grâce du coup à une chandelle récupérée par Buros et qui amène le décalage. Et puis en prime, il a son essai. Et enfin le dernier top, c'est Mathieu Babillot. Le capitaine Castré a fait un très bon match, j'ai trouvé très disponible dans le jeu, à l'image de son essai notamment. Et puis du coup, il vient rattraper sa 200ème qui a été gâchée par une défaite face à l'UBB, là au moins. Avec cette bonne prestation, il se rattrape. En flop, je vais parler de Esteban Capilla. C'est dommage parce que je trouve qu'il fait un énorme match, mais bon, le geste, il est juste honteux. Je pense pas que ce soit volontaire, mais il aurait dû se maîtriser. Le deuxième flop, c'est Robin Coulil, talonneur du Racing, tout simplement parce qu'il a été nul en touche. Alors oui, des fois, ça peut être les annonces des capitaines de touche qui sont mauvaises, mais là c'était clairement les lancers, ça se voyait. Et puis dans le jeu, j'ai trouvé qu'il était à la ramasse. Et enfin, le dernier flop, bon, j'ai été un peu dur, mais je vais quand même le mettre, c'est Gorissen, le capitaine de Vannes. Non pas qu'il n'ait fait un mauvais match, mais juste, j'en ai trop marre de dire que Vannes ne fait pas les bons choix et ne prend pas les points. Et au bout d'un moment, du coup, je mets le capitaine comme responsable en flop. Bon, concernant mes pronostics, on va commencer par Toulouse-Montpellier. Et là, clairement, je vois Toulouse. Alors oui, ce sera pile pendant le début du tournoi, les internationaux ne seront pas là, mais je trouve que Toulouse a trop d'assurance, même en ces jeunes, pour perdre ce match. Certes, Montpellier revient bien, mais je vois vraiment les Toulousains. Mais pourquoi pas un bonus défensif pour Montpellier. Racing-Castres, là, c'est un match compliqué. C'est deux équipes qui, globalement, sont assez peu convaincantes en ce moment, mais je pense que les Racingmen vont se rattraper à domicile. Vannes Stade Français, là, c'est hyper intéressant. Et là, je vais parler avec le cœur, parce que j'aimerais plutôt que ce soit Vannes qui gagne, donc je vais dire les Vannetais, même si ce sera difficile. Pau-Clermont, je pense que Clermont va venir faire un coup à Pau. Ils n'auront pas beaucoup d'internationaux, Pau non plus d'ailleurs, mais je trouve que Clermont est plus en place que les Palois. Perpignan-Bayonne, je vais dire les Perpignanais à domicile, car c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. Bordeaux-Lyon, alors oui, Bordeaux n'aura pas des internationaux, mais ils ont prouvé que même en faisant tourner, ils ont un effectif solide, donc je vais dire Bordeaux avec le bonus offensif. Et enfin, Toulon-La Rochelle, je vais dire Toulon avec le bonus offensif, car ils ont beaucoup plus de certitude que les Rochelais. Concernant le classement, on a Bordeaux qui est repassé premier après sa victoire bonifiée. On a Toulon qui se rapproche de Toulouse, qui n'est plus qu'à 4 points. Clermont qui revient à la 4ème place à égalité avec Bayonne. Et en bas, le Stade Français, c'est vraiment l'équipe qui fait la mauvaise opération, puisqu'il passe 13ème. Et Vannes est toujours un peu distancé, mais avec une victoire contre Stade Français, il pourrait légèrement revenir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un like, écrire un commentaire. C'est des petites choses qui, moi, m'aident beaucoup. Enfin, bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.